Bienvenue sur Intensément Podcast. Tout récemment, lors de sa routine de lecture matinale, notre spécialiste en TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, comme j'aime le dire, notre spécialiste en TDAH favori, le psychologue Sébastien Henrard, postait sur Facebook et sur LinkedIn une revue et analyse d'un article sur la nutrition et le TDAH et ses implications majeures en clinique. Cet article s'appelle Major Clinical Implication of Adequate Nutrition in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, a Concise Systematic Review. Ce qui signifie les implications majeures en clinique de la nutrition adéquate chez les enfants et adolescents avec TDAH, une revue systématique concise. Je vous mettrai bien entendu le lien de cette étude, y compris le post de Sébastien Henrard, dans la description de cet épisode. Sébastien Henrard disait donc dans cette routine de lecture matinale que cet article montrerait que les suppléments en oméga 3, en fer et en vitamine D pouvaient être utiles dans la prise en charge du TDAH. Ça a suffi pour que les commentaires affluent de personnes qui affirmaient « On le savait, on vous l'avait dit, et oui, on avait raison » de la part de défenseureuses des médecines douces plutôt que la médication. Or, ni l'article, ni Sébastien Henrard ne disent ce que veulent entendre et comprendre ces personnes. J'ai donc demandé à Sébastien de préciser sa position, et voici sa réponse, encore une fois posée, basée et neutre. Et cela nous permet d'élargir nos horizons. Cet épisode n'aurait jamais existé sans le financement participatif et je remercie du fond du cœur toutes les contributrices de ce podcast qui permettent à ce média de vivre et de vous transmettre connaissances et matière à penser. Si vous aussi vous voulez participer activement à ce média et rémunérer mon travail à sa juste valeur, il y a un lien dans la description de cet épisode. Je vous en remercie intensément. Bienvenue dans notre vaisseau spécial et tout de suite la réponse de Sébastien Henrard. J'avais juste une petite question. Ouais. Le fameux post que tu as mis sur cette étude qui parlait des compléments alimentaires, et alors d'un seul coup ça a créé une mini polémique. Le truc c'est que dans le message, j'ai quand même bien indiqué, c'est le problème de LinkedIn, c'est que tu peux pas toujours marquer tout en gras, c'est dommage, c'est de mettre quand même que ça ne remplace pas les traitements habituels, ça ne remplace rien du tout en fait, c'est une optimisation des prises en charge, et qu'aujourd'hui c'est quand même très très limité à ce qu'on voit dans les oméga 3, dans le fer si tu as une carence. Si tu as une carence, si tu n'en as pas, ça sert à rien. Enfin, c'est un peu ça. L'oméga 3, c'est la même chose, et la vitamine D. L'effet, il est faible en règle générale, c'est une amélioration qui est minime des symptômes, mais tu peux te dire que si tu as un traitement complet, et qu'en plus tu mets ça, bah, c'est un petit truc en plus. Et donc, c'est ça l'idée de l'accompagnement. Tu vois, c'est un supplément, c'est ça. Si jamais tu as des carences, parce que ça se vérifie. Si tu n'as pas de carence, ça sert à rien. Mais si tu en as, et ce qui est quand même assez fréquent dans le TDAH, c'est intéressant d'avoir ça en plus du reste. Alors, j'interviens juste pour éclaircir ce point de vue, le point de vue des carences des personnes à TDAH. Outre le fait que beaucoup de personnes en général dans la société sont carencées, il apparaît que les personnes ayant un TDAH auraient un peu plus de carences que les autres. Des études ont pointé que les enfants TDAH auraient un déficit en zinc, par exemple. Il faut savoir aussi que les troubles alimentaires sont des comorbidités fréquentes du TDAH, en particulier la boulimie, qui engendre aussi des carences. Et ensuite, il s'avère que les personnes qui prennent du méthylphénidate, c'est-à-dire la médication la plus utilisée en France pour le TDAH, pourraient aussi être carencées, car ce genre de médication est connu pour couper la faim. Bon, à titre perso, ça fait 1 an et demi que je prends du méthylphénidate et je n'ai eu aucun problème de faim, mais bon, c'est connu pour ça. Bref, retournons à la réponse de Sébastien Henrard. Moi, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tu as une prise en charge qui est cadrée et à la fin, on te dit, on va optimiser tout le reste. Et on va mettre ça en place, on va mettre ça en place, on va mettre ça en place pour que ça aille le mieux possible dans ta vie. Et en fait, c'est ça le truc. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont encore, oui, mais ça fait des années qu'on vous le dit, et ainsi de suite, c'est des gens, en fait, qui, là, pour le coup, peut-être défendent leur position en nutritionniste, en machin, et ils essayent de régler les troubles au travers de cette approche-là et uniquement cette approche-là. Et s'ils font ça, ils vont droit dans le mur. J'aimerais rajouter à l'excellente réponse de Sébastien Henrard qu'en effet, comme il le précise lui-même dans son post d'ailleurs,
il parle souvent de respecter une bonne hygiène de vie. Et c'est un message important qui est très présent chez les spécialistes du TDAH qui respectent la science, la recherche et les preuves. En dehors de l'alimentation, il est bien souvent précisé que le sport, le plein air, les bonnes habitudes de sommeil ou les bonnes pratiques parentales, etc. sont nécessaires à une prise en charge du TDAH complète, tout simplement parce qu'une bonne hygiène de vie, c'est nécessaire pour tout le monde, TDAH ou pas. Mais croire que seul le sport, ou le sommeil, ou la pratique parentale soignent un TDAH, ça serait comme si pour un cancer, on proposait uniquement des pratiques contre les effets secondaires de la chimiothérapie, sans donner la chimiothérapie. Selon le consensus sur le TDAH, une bonne prise en charge du TDAH serait une prise en charge multimodale, qui comprend la psychoéducation, pour se connaître et connaître le TDAH, la médication si nécessaire, les thérapies qui peuvent aider, surtout par exemple pour les comorbidités, et puis une hygiène de vie et des pratiques qui peuvent aider à se sentir mieux, à travailler mieux, à éduquer mieux, etc., etc. Cela semble être du bon sens, alors que les solutions simplistes qui semblent être magiques comme ça, vont toujours, comme le dirait Sébastien, droit dans le mur. Et d'ailleurs, en parlant de magique, le produit miracle, le safran, et oui, il y a un buzz incroyable autour du safran en ce moment et de ses propriétés sur le TDAH. Mais si on y regarde de plus près, ça serait pas si évident que ça. Alors c'était pas la question pour l'article dont parlait Sébastien Henrard, mais j'ai fait ma petite enquête et il semble que les quelques études qui auraient démontré que le safran avait des propriétés bénéfiques pour le TDAH soient des études plutôt pauvres en méthodologie et en échantillons de personnes testées. Et puis surtout, incroyable, une de ces études est iranienne, et l'Iran c'est le plus gros pays producteur de safran, je dis ça, je dis rien, et puis l'étude la plus citée, une étude espagnole qui paraît aussi la plus intéressante puisqu'elle compare le safran et le méthylphénidate, et selon les résultats de cette étude, il y aurait des propriétés du safran bénéfiques pour l'hyperactivité, alors que pour le méthylphénidate, ça serait plutôt bénéfique pour l'inattention. Eh bien, figurez-vous que les chercheurs de cette étude sont pour une partie financés par les producteurs de safran espagnols. Alors, je dis ça, ça me fait rire parce que quand il y a des conflits d'intérêts du côté de Big Pharma, vous avez toutes les personnes qui défendent les compléments alimentaires qui sont là. Mais quand il y a des conflits d'intérêts du côté des compléments alimentaires, il n'y a plus personne. Il semble que le safran serait tout de même une voie promettrice. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, donc les études sont pas très rigoureuses. Il n'y en a pas beaucoup. On ne sait rien surtout sur les effets à long terme. On ne sait encore rien de précis sur le bon dosage et s'il y aurait des interactions avec d'autres substances. Donc tout cela en est au début. Donc je vous prie s'il vous plaît de tenir ça en compte. Sachant que le méthylphénidate est connu et étudié depuis plus de 60 ans avec des centaines d'études sur son efficacité et que, encore une fois, le TDAH ne se résume pas à l'hyperactivité et l'inattention. Et puis, si vous voulez mon expérience personnelle, on sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. J'ai été pendant longtemps une de ces personnes qui ne jurait que par les médecines douces, parallèles, de médecine naturelle, et qui n'aurait jamais voulu utiliser ni d'antidépresseurs, ni de méthylphénidate. Et j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, énormément de choses contre l'anxiété. Mais lorsque j'ai craqué et que, au bout de 20, voire même 30 ans, j'ai pris un premier antidépresseur, j'ai vu la différence. Vraiment, la différence sur l'anxiété, c'est le jour et la nuit, comparé à tout ce que j'ai pu essayer par le passé, et je vous le dis, j'ai essayé des tonnes de choses pendant une vingtaine d'années. Voilà pour mon expérience personnelle. Si cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez donc, s'il vous plaît, dans la mesure de vos moyens, faire les gestes qui aident pour Intensément Podcast qui en a bien besoin, et je vous en remercie intensément. Un grand merci encore une fois à Sébastien Henrard. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.